Balade matinale sous un ciel orageux. Quelques roses nous ouvrent cependant les portes d'une cité médiévale. Un lieu, labellisé plus beau village de France, bienvenue à Vouvant. Soleil, mais où te caches-tu? Non loin de la tour Mélusine, place du Bail, se trouve l'office de tourisme Vendée-Marais-Poitevin, où nous attend Delphine. Go Stéphane. Bonjour Delphine. Bonjour Marion. Je suis contente de te retrouver. Moi aussi. Une journée consacrée à Vouvant. Super. Tu nous as concocté plein de belles petites choses. Ouais, vous allez voir, ça va être super. Des jolies rencontres. Oui. On espère que la météo va être avec nous quand même. Ça va le faire. Je te suis Delphine. On y va. On y va. Delphine, dis-moi tout, pourquoi tu as choisi de nous conduire dans ce village de Vouvant? Alors, je ne sais pas si je l'ai choisi, vraiment. Je pense que ça a été une évidence. Pourquoi? Parce que Vouvant, c'est un lieu un peu particulier. C'est là que, pour moi, professionnellement, tout a commencé. Aujourd'hui, tu es directrice de l'office de tourisme. Oui. Vendée-Marais-Poitevin. C'est ça. Et il y a 25 ans, le 2 janvier 2000, très exactement, j'ai commencé mon premier poste ici à Vouvant. Le 2 janvier 2000, ça c'est une date qu'on n'oublie pas. Ah, mais je l'oublierai jamais. Ah ben jamais, mais c'est très facile à retenir. Donc il y a 25 ans, C'est ça. Tu as commencé ici à Vouvant. Qu'est-ce qui t'a poussé déjà, dans le monde du tourisme? Alors, je pense que c'est la curiosité pour les lieux, mais aussi pour les personnes. Parce que quand on fait du tourisme, on s'intéresse aux lieux, on s'intéresse surtout aux personnes qui font vivre ces lieux, mais aussi aux personnes qu'on va accueillir pour faire découvrir ces lieux. Donc il y a un attachement assez particulier quand même. Donc pour toi, ça c'est une importance, c'est une évidence en fait. Ouais. C'est même une priorité. C'est ça. Et depuis toujours, tu as eu envie, tu as eu à cœur de t'intéresser à ces domaines-là? Oui, je pense. Ça a été naturel. Je peux pas dire qu'il y a un moment fort dans ma vie qui m'a amenée à ça. C'était logique. C'était logique. Ouais. Et tu es originaire de Vendée? Oui. Donc il y a un vrai attachement aussi à la Vendée et au sud Vendée. Donc en fait, tu as réussi à Sud-Vendée. Ouais. Tu es originaire d'où exactement? De Nalier. Oui, donc effectivement, là, on Marais-Poitevin. touche Oui. déjà ce marais. Ouais. Donc finalement, tu as réussi à tout associer, c'est-à-dire ton attrait pour le territoire, assurer sa promotion. C'est ça. Et aussi pour les hommes et les femmes qui l'animent. Ouais. Alors, comment ça se passe une fois que tu finis tes études? Ce choix de vous vanter imposé? Je postule. Je trouve l'annonce à NPE à l'époque. Je postule, je passe l'entretien et je suis prise. Donc ça s'est fait, on était en septembre-octobre et prise en main du poste le 2 janvier 2000. Delphine, parle-nous justement de ce Vouvant des années 2000, au moment où tu arrives. Au moment où j'arrive, alors on a à peu près le même temps, mais en janvier, donc les températures plutôt fraîches. Je me retrouve seule dans l'office de tourisme et... Petit côté glauque quand même. Un peu, mais je ne sais pas comment expliquer ça, une conviction. Oui, c'est sûr. Tu es au bon endroit. Ouais. Tu as ta place. C'est ça. On avait tout à faire. Organiser un événementiel qui s'appelait à l'époque les Estivales Vouvantaises. Organiser les visites guidées, puisqu'on accueillait des groupes déjà. Et il y avait tout à faire. Donc c'était génial. Donc là, à ce moment-là, tu te sens pousser des ailes. Tu te dis, je vais réussir à tout réaliser avec une équipe. Alors, une équipe, j'étais seule et il y avait aussi une collègue, une conseillère en séjour. Mais j'étais seule avec l'équipe de la mairie. Et les habitants, à ce moment-là? Les habitants, est-ce que tu t'associes à eux? Est-ce qu'ils deviennent acteurs de tous ces projets? Est-ce qu'ils te soutiennent? Ah, complètement. Le comité des fêtes était déjà très impliqué à Vouvant et organisait énormément d'animations. Et puis la mairie était aussi, comme toujours, très très impliquée pour valoriser le patrimoine, mettre en place des animations, des événementiels. Ça bougeait déjà quand même pas mal. Est-ce qu'avec les expériences que tu avais déjà eues pendant tes études, des stages ou autres, tu as senti une différence ici à Vouvant, notamment du fait que Vouvant soit déjà labellisé plus beau village de France et c'est ce caractère?
ça a été un élément assez important, le fait que par le biais de ces labels-là, ça prouvait la volonté communale et des habitants de valoriser le patrimoine, de le protéger et de l'offrir au plus grand nombre. Oui, complètement. Donc tu nous as dit que tu as fait des visites guidées ici à Vouvant. S'il y a un endroit, ton endroit préféré du village, quel est-il? Alors, c'est un peu celui-ci, mais vraiment au pied des remparts. Et moi, ce que je conseille aux visiteurs, c'est de venir plutôt à la nuit tombée, de se positionner au niveau de la rivière, la mer, et de voir les remparts éclairés se refléter dans l'eau. Et ça, c'est juste magique. Alors, même si aujourd'hui nous sommes le matin, est-ce que tu acceptes qu'on aille ensemble jusqu'à cet endroit? On y va? Et là, on arrive tout de suite dans une autre ambiance, Delphine, qui est effectivement la rivière qui coule au pied du village. Tu n'as jamais eu envie de partir de ce territoire? 25 ans. 25 ans, c'est long quand même. Je me suis même pas dit que c'était trop long. Parce qu'en fait, je les ai pas vus passer. Je les ai pas vus passer. Et il y a tellement à faire. Il y a tellement à apporter, je pense, pour faire découvrir tout ce patrimoine. C'est une pépite qui ne demandait qu'à se révéler, Vouvant. Et je trouve que le terme « révéler », on peut l'associer au développement local, mais c'est vraiment un terme qui me touche beaucoup parce que on est convaincu que les richesses sont là, mais qu'elles ne sont pas encore tout à fait visibles, qu'il faut aller les chercher, qu'il faut les faire émerger. Notamment cette partie-ci du village. Je pense que beaucoup de gens connaissent parfaitement la place du Bail, la tour Mélusine, mais peu finalement connaissent cette poterne. Et là, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort d'aller dans les petites ruelles, se perdre, et puis arriver ici et en prendre plein la vue. Et finalement, ce territoire sur lequel gravite l'Office de tourisme aujourd'hui, donc Vendée, Marais, Poitevin, touche énormément de villages qui, comme Vouvant, méritent de découvrir. Je pense notamment à Foussé-Perret, on était passé l'année dernière, Maizé ou autre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as un champ d'action qui est immense. Qui est immense et... C'est parce que tu as le sourire quand on se parle de ça. C'est sans fin, en fait. Ouais. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est vraiment découvrir le patrimoine, le territoire, mais aussi les gens qui sont derrière. Mais justement, on va aborder le sujet, parce que sur cette journée que tu nous as concoctée, tu dois nous conduire vers deux personnes. Alors, quelle sera la première? Alors, la première personne sera Yves Rousseau. Qui est Yves Rousseau? Yves Rousseau... Tu peux le décrire en quelques secondes? Alors, en quelques secondes, c'est une personne que j'ai rencontrée, moi, il y a maintenant une dizaine d'années de mémoire. Oui. Première fois que je l'ai vu, il me dit « Écoutez, Delphine, j'ai un projet, je veux créer un orgue dans l'église de Vouvant. » Non. Je me suis dit « Mais... » Il n'y avait rien avant, donc il y avait l'église. Voilà, il y avait l'église. Alors, j'imaginais même pas du tout où est-ce qu'il pouvait créer cet orgue, l'intégrer. C'était... Donc, mais il était tellement convaincu, tellement... Et qui t'a touché. Ouais, c'est ça. Qui t'a complètement touché. C'est ça. Et puis, il y arrivait. Donc, il va vous raconter tout ça, mais... Une belle histoire. Ouais. Donc, c'est-à-dire que quand tu es arrivé ici à Vouvant il y a 25 ans, Yves Rousseau n'était pas là. C'est quelqu'un que tu as rencontré parce que tu travaillais sur... C'est donc une belle rencontre. Ouais, complètement. Donc, on y va? On y va. Je te suis. Super. Yves, en tout cas, on remercie Delphine de nous avoir conduits jusqu'à vous. Et donc, votre arrivée à Vouvant, Yves? Alors, mais c'était un coup de... C'était un peu un... Oui, c'était un coup de cœur. Je crois que ça correspondait aussi... J'étais pas encore en âge de la dite retraite, mais j'ai passé 24 ans à Paris, je veux dire, dans des conditions... Quand on bosse à l'Opéra Garnier, à Bastille, à Salle-Pleyel, à la Philharmonie, il y a pire, comme Radio France, il y a pire comme... Et j'habitais Paris, sur la butte Montmartre. Mais il y avait peut-être un besoin... De toute façon, moi, j'ai toujours eu des cycles. Et d'autant qu'il n'y avait pas d'orgue. Donc, c'est même pas... Il y aurait eu un orgue fabuleux, ça aurait pu être le coup de cœur, il n'y avait pas d'orgue. Non, il n'y avait pas d'orgue. Alors, chez moi, comme je suis un peu tordu...
Je crois que ça doit être ça, justement. Bah, peut-être, Il n'y a c'est pas vrai. d'orgue. Ouais, c'est génial. C'est peut-être le challenge, justement. Parce que quand il y a un orgue, il y a, on va dire, 2 solutions. Ou c'est un instrument de rêve, Ouais. cathédrale de Luçon, cathédrale de Poitiers, voilà. Ou bien c'est... Non, 3 solutions. Ou bien c'est un orgue bien, ou bien c'est une croûte. Et le problème, c'est que si c'est une croûte, c'est difficile de faire comprendre que c'est une croûte. Et si c'est une croûte, on ne peut rien faire avec. Voilà. Et là, la chance, pas d'orgue. Incroyable. On part de rien. Alors, je suis allé voir monsieur le maire de l'époque, Jacques Roy. Je lui ai dit, bonjour monsieur le maire, je viens d'arriver, mais dites-moi, dans votre église, il n'y a pas d'orgue. Là, je ne sais pas, il ne m'a jamais dit vraiment ce qu'il avait pensé dans son fort intérieur. Il a dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce type qu'on vient de récupérer Et puis, j'ai fait la connaissance à ce moment-là de ce merveilleux musicien qui est Guillaume Marionneau, qui est l'organiste de la cathédrale de Luçon. Un merveilleux musicien bien trop discret, qui on a parlé, qui a dit ça serait une merveilleuse idée. Il n'y a pas eu dans la Vendée beaucoup d'orgues neufs ces 20 dernières années. Et comme l'église est classée monument historique, justement, avec le fautif de ma venue, Pierre Le Gall, on est allé à la DRAC voir le conservateur des monuments historiques de l'époque, Antoine Latasse, qui s'est réjoui, d'abord, je ne venais pas lui demander d'argent, donc il s'est réjoui de l'idée en disant ça va peut-être faire bouger ce qu'il faudrait faire à l'église. Donc j'ai créé une assos et j'ai dit c'est l'assos qui va lancer le projet, qui va trouver les finances. Une grande réunion, je me souviens de la DRAC qui sont arrivés, la DRAC, les stagiaires, les services d'archéologie, je crois qu'ils sont arrivés, on était 14 dans la salle du conseil. Grosse réunion qui a dû durer 2h30, 3h. À la sortie de la réunion, le timing de travaux pour la restauration de l'intérieur était fait par le conservateur et l'ingénieur de la DRAC. Et les idées déjà de pourcentage de financement étaient proposées par la DRAC, puisqu'on a encore cette chance jusqu'à présent, comme les travaux là, qui se font actuellement, puisqu'on est sur maintenant la 2e tranche avec la restauration du clocher, les toitures du chœur, tout ça, d'être subventionné entre l'État plus la région et le département à 95%. Mais 95%, ça fait quand même que la part qui revient à la commune, pour une commune comme ça, est une part importante. Bien sûr. Ce qui fait que j'ai lancé la souscription. Quand j'ai lancé la souscription, quand j'ai signé le marché, donc l'association a signé le marché avec le facteur d'orgue, du coup il n'y a pas eu d'appel d'offres parce qu'il n'y avait pas d'argent public. Et que je voulais que ça soit tel facteur d'orgue, Yves Fossard, qui fasse cet instrument. Quand j'ai signé le marché, il n'y avait pas les sous. Donc au moins, ça oblige à se bouger, voilà. Et l'instrument a été financé en 3 ans. La souscription que j'ai lancée par dépliant, par envoi postal, je le précise toujours à chaque fois, par envoi postal. Les trucs envoyés par mail, ça n'a rien donné. Les plateformes participatives, j'ai dû avoir en tout 2000 € de plateformes participatives. Ce qu'il faut un peu dire aussi, c'est que la génération de gens qui vont donner pour le patrimoine d'une église ou d'un orgue, que ce n'est pas vraiment les 25 ans. Et ce qui a été génial, c'est que la mayonnaise a prise et à l'arrivée, au moment où l'orgue a été payé, fini de payer pile poil, à la fin de l'installation de l'instrument, automne 2020, les donateurs représentaient 53 départements. Cette souscription a couvert 85% du coût de l'orgue. Et les 15%, en fait, c'est des subventions de la région, donc du département et du Crédit Agricole, quelques entreprises locales et des dons très importants. Et en fait, l'association Orgue et Musique à Vouvant, on fait ce qu'on veut quand on constitue des statuts d'une association. Il n'y a pas d'adhérents.
Il n'y a pas de membres. Mais moi, mes donateurs, je les considère plus que des membres adhérents, puisqu'en fait, je ne leur demande pas de cotiser quoi que ce soit. Et il y a vraiment, ça a créé une espèce de famille autour de... Ce que je voulais vous dire. Voilà. Ce que j'aimerais comprendre aussi, Yves, parce qu'on comprend tout ce qui vous anime, cette passion pour l'orgue. Mais d'où vient cette passion? Ben voilà. Donc on en revient à la même chose. On en revient à la même chose, je l'ai amené. Je devais avoir 7-8 ans. Ma mère m'avait pas mis à l'école parce que je devais être, je sais pas quoi, souffroteux, machin, truc. Donc je devais couiner et casser les pieds à ma mère et elle s'est dit, bon, tiens, il y a un truc que j'ai pas essayé. Mais alors, les autres disques, il y a 2 disques, il y a un disque de Beethoven, de Schubert, je ne sais pas pourquoi, elle a mis celui-là. Elle met ça sur la platine, j'arrête de couiner. Et vous vous en rappelez très bien. Ah mais oui, jamais arrêté de me couiner. Alors, 33 tours, on va faire un peu de pédagogie. C'est un disque où il y a 2 faces. Hein? Une face et une autre face. Non, mais les CD, il n'y a qu'une face. Bien sûr. Voilà. Donc, à un moment, le disque s'arrête. Et j'ai dit à ma mère, encore. Donc, elle a mis l'autre face. L'autre face. Et après, j'ai dit encore. Et là, je crois que ma mère a dû comprendre, que mes pauvres parents ont dû comprendre que la tranquillité était finie. Ma mère a dû voir dans le journal qu'il y avait un concert d'annoncé. Genre, je ne sais pas si le nom de l'organiste lui disait quelque chose, parce que c'était Marie-Claire Alain, très très grande organiste aussi, qui a été certainement l'organiste qui a fait le plus grand nombre de concerts dans le monde. Delphine, si tu as besoin d'un archiviste... C'est le sac magique. Voilà, le programme du concert, c'était Marie-Claire Alain. Alors, ce qui est quand même... Et alors, parce que je l'ai ressorti ce matin, et je ne me souvenais plus. Et donc, au concert, je lui ai fait dédicacer, quand même. C'était un programme consacré à Jean-Sébastien Bach et Jean Alain. Donc, l'organisme s'appelle Marie-Claire Alain. Et moi, je ne sais pas, mais à 8 ans, je me suis pris ça dans la figure. C'est-à-dire, bien sûr, je ne peux pas avoir la prétention de dire que je me souviens de la partition, de ce que j'ai entendu, mais je me suis pris ça dans la figure. Et il se trouve que cette église à Nantes, là, Sainte-Thérèse, il y a un grand orgue qui a été inauguré dans les années 65 par là, et la manufacture d'orgue à Nantes, à cette époque-là, il y avait 2 manufactures d'orgue. Et la manufacture d'orgue était en fait quasiment 2 rues par rapport à chez nous. Et donc ma mère aussi, je ne sais pas comment elle a su qu'il y avait la manufacture d'orgue qui était là. Et je me souviens qu'un début juillet, dans les vacances, on est allé, main dans la main, et on est allé sonner. Il y avait la maison d'habitation à côté de l'atelier de facteur d'orgue. Et c'était M. Raymond Bouvet qui nous a ouvert et qui a dit oui, mais bien sûr, qui a fait visiter les ateliers. Voilà. Et déjà, il y avait son gendre qui commençait à travailler là, qui ensuite a repris la suite de la manufacture. Et moi, après, quand je commençais à être un peu plus grand, entre autres aux vacances, j'allais fourrer mon nez parce que je savais là qu'il y avait un instrument démonté qui était pour tel endroit en Bretagne. J'allais voir. Et des fois, c'est arrivé, même l'été, quand il devait aller accorder des orgues à Nantes ou dans la périphérie de Nantes, j'allais pour tenir les notes pour le facteur d'orgue. Mais j'adore le rôle de votre maman dans votre histoire. Oui, c'est... J'adore son rôle. Oui, c'est assez... Première écoute d'indice, ensuite premier concert, et elle vous amène jusqu'à la manufacture. Non, mais c'est vrai que j'ai eu la chance que mes parents m'ont toujours... parce que, encore de mon époque, quand on voulait commencer à faire de l'orgue, il fallait commencer par le piano. Parce qu'aujourd'hui, on commence les petits... Ici, quand j'ai les résidences des classes d'orgue, conservatoire d'Angers ou de Nantes, les petits à 7 ans qui commencent à l'orgue directement. Moi, j'ai commencé par le piano. Et ma prof de piano, c'est une prof en particulier, elle était la pianiste répétitrice d'un grand chœur amateur à Nantes qui s'appelle la Schola Cantorum, qui existe toujours. Il répétait 2 soirs par semaine. Et comme souvent, les chœurs, ce qui est toujours plus difficile de recruter, c'est les hommes. Tous ces élèves... garçon, elle faisait la pub pour qu'on rentre à la Schola. Alors moi qui essaye toujours tout, je dis oui, on va y aller.
Et je suis rentré dans ce grand chœur qui répétait, donc j'ai dû y rentrer, j'avais quoi, 13 ans, 14 ans, qui répétait 2 soirs par semaine. 2 soirs par semaine quand même. Hein. Et ça correspondait au moment de la création de l'orchestre des Pays de la Loire, qu'on appelle aujourd'hui l'Orchestre national des Pays de la Loire, qui s'appelait à la création l'Orchestre philharmonique des Pays de la Loire. Et en fait, c'est ce chœur qui était un chœur vraiment amateur. Hein. On était 110. On n'était pas vraiment auditionné quand on rentrait. Tout le monde ne savait pas vraiment lire les notes. Mais en fait, cette activité avec l'orchestre, ça nous a complètement boosté. Et donc, moi, je me suis retrouvé donc, on arrivait à faire les répétitions avec l'orchestre, pré-général, général, et les concerts qui se faisaient à Nantes, à Angers, à La Roche-sur-Yon, au Mans. Donc, on partait en autocar et tout le truc. Et moi, je découvre l'orchestre au moment des répétitions avec l'orchestre. Alors là, moi, j'ai complètement halluciné. Ce qui fait que, puisque cet orchestre des Pays de la Loire est en fait sur 2 villes, une formation à Nantes, une formation à Angers, donc, qui se réunit pour les gros effectifs. Et donc, l'endroit où on faisait les répétitions à Nantes, c'était là où il y avait les bureaux. Alors, comme j'ai dû être peut-être un peu curieux de nature, je regardais, quand on rentrait dans le hall, il y avait une grande vitrine en bois où il y avait les tableaux de service avec les répétitions et tout ça. Et ce qui fait que j'ai commencé parfois à aller me pointer en semaine, fin d'après-midi, je regardais les erreurs, parce que je n'ai pas loupé un cours hein, quand même. Et je m'infiltrais, je me foutais au fond pour assister aux répétitions. Et quand c'était Pierre Dervaux, il n'a jamais rien dit, personne de la direction n'a jamais rien dit. Ce qui fait que tout ça a entraîné que j'ai demandé à mes parents, et j'ai eu mon abonnement à l'orchestre. Et comme j'allais fourrer mon nez très souvent dans les locaux de l'orchestre et tout, il se trouve qu'un jour, je rentre du collège et mon père me dit il y a une dame de l'orchestre qui a appelé, il faut que tu la rappelles. Je me suis dit, ça, il va peut-être me dire qu'il me voit un peu trop souvent. Mais non, c'est que c'est son étudiant qui collait les affiches de l'orchestre dans Nantes venait de le claquer entre les doigts. Et elle s'est dit, l'autre là, qu'on a dans les pattes sans arrêt. C'est pour lui. Donc j'ai collé les affiches pour l'Orchestre des Pays de la Loire pendant 4 ans. Il y avait 20 centimes de francs de l'époque par affiche. Et ça entraînait aussi que du coup, pendant les périodes de vacances, l'été, même dans l'année, j'allais faire les petits boulots au secrétariat, les mises sous pli. En fait, moi, tout ça, ça m'a passionné. Faire le truc qui fait qu'à un moment, on arrive sur le moment magique du concert. Et alors, bon, faut parler du disque. Parce que, pareil aussi, je ne sais plus, vers les 9-10 ans, mes grands-parents qui étaient venus, je crois, à Pâques, un truc comme ça, et que c'est ma mère qui avait dû dire, parce que j'en étais toujours avec mon disque bac, hein, c'était le seul que j'avais. Mais il est comme neuf, hein, mais pourtant, il a tourné. Hein. Et mon grand-père m'emmène chez le disquaire. Il est référencé ici, Jean Tassel, disquaire qualifié, 24 rue du Calvaire. Et pour acheter un disque d'orgue. Et donc, on arrive, tout ça, le disque d'orgue, et on me dit, les disques d'orgue sont là. Je me retrouve avec plein de vinyles, 33 tours. Oui, mais lequel choisir? Quoi choisir? Ouais, c'est ça. Alors, je ne l'ai pas amené, parce que sinon, j'aurais amené toute la discothèque. Et j'ai choisi un, par sa photo extérieure. On voit un organiste, un orgue, les claviers et tout le truc. Un disque consacré à Marcel Dupré. Votre premier disque? Mon premier disque à moi. Après, c'était un disque bac. Voilà. Et du coup, ce disquaire, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Donc, en sortant du collège, j'allais fourrer mon nez chez le disquaire. Alors, c'était un disquaire où il y avait des cabines pour écouter. Oui. Donc, il y avait 4 cabines. Oui. Voilà. Et donc, j'allais écouter sans acheter, quoi. Voilà. Bon, ce qui fait qu'assez vite, les vendeuses et vendeurs
je passais derrière le comptoir et je changeais mes disques, mes trucs comme ça. Ce qui fait que il y avait une mezzanine, c'est rue du Calvaire, dans les immeubles de reconstruction d'après-guerre. Il y a toute cette série de magasins en renfoncement qui ont tous une mezzanine. Et un jour, le propriétaire du magasin de disques était déjà quelqu'un qui avait dépassé l'âge de la retraite, qui avait été violoncelliste et tout ça. Il me dit, et là, tu vois, il y a des disques, mais ceux-là, je ne les mets pas en bas. Parce que ça, c'est des choses, c'est vraiment pour les connaisseurs. Là, ça y est. Je me dis, il ne les met pas en bas parce que c'est pour les connaisseurs. Mais comment on les connaît si elles ne sont pas en bas? C'est ça. Voilà. Et puis un jour, il me dit, bon, est-ce que pour les fêtes de Noël, ça t'intéresserait de venir travailler au magasin? Là, j'entends que les cloches de l'église sonnent. On va peut-être avancer. Ah ben, pourquoi pas. On y va? Oui.